Le jour de mon 81e anniversaire, ils ont brûlé ma maison. J'ai su tout de suite que ce n'était pas un accident. C'était trop pratique que l'incendie se déclare juste après que tout le monde soit parti, me laissant seule. Ils sont arrivés trop vite, avec leurs mines pleines de sollicitude et une solution toute prête. Mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai simplement regardé les restes de la maison où j'avais vécu pendant près de 60 ans partir en fumée, et j'ai hoché la tête en réponse à leurs lamentations. Maman, ne t'inquiète pas. On va trouver une solution. Guillaume, mon fils, se tenait à côté de moi et me serrait les épaules. Sa main était lourde. J'ai toujours su qu'il était un mauvais acteur. Toute la matinée de ce jour avait été normale. Je m'étais levée tôt, comme j'en avais l'habitude depuis des décennies en tant que comptable. Je m'étais préparé une tasse de café. Fort, sans sucre. Laurent, mon premier mari, disait toujours en plaisantant qu'il était aussi fort et amer que moi. Il avait probablement raison. J'ai regardé par la fenêtre mon jardin bien entretenu. Les lilas que Laurent et moi avions plantés lorsque nous avions acheté la maison avaient bien grandi et cachaient maintenant une partie de la clôture. C'est la seule chose qui me reste de lui, à part les terres, bien sûr. Les enfants devaient arriver à 17 heures. Je savais qu'il n'oublierait pas. Véronique, la femme de Guillaume, ne manquait jamais une occasion de montrer sa prévenance. Je me demande si elle répète ses sourires devant le miroir ou si c'est un talent naturel. J'ai préparé le dîner, fait la vaisselle et me suis assise dans mon fauteuil avec un livre. La journée s'est écoulée lentement et tranquillement, comme la plupart de mes journées depuis ma retraite. À 16h30, Guillaume et Véronique sont arrivés. Il était un peu en surpoids, avec des cheveux clairsemés, portant une chemise qui ne fermait plus sur son ventre. La bière et les chips le soir ne lui réussissaient manifestement pas. Elle avait les cheveux parfaitement coiffés et un sourire forcé sur le visage. Je me demande ce qui est le plus cher, sa coiffure ou ma pension mensuelle. Joyeux anniversaire, maman, s'est exclamé Guillaume, lui tendant un bouquet et une boîte de chocolat. Des Geèves de Bruges. Il sait pertinemment que je ne les supporte pas. J'espère que tout va bien pour toi, a ajouté Véronique, jetant un regard critique sur le salon. Je savais qu'elle cherchait des signes de démence sénile ou d'incapacité à prendre soin de moi-même. Elle perdait son temps. À 81 ans, je pouvais encore en remontrer à bien des quinquagénaires, et mon esprit était plus vif que celui de cette directrice d'école qui se prenait pour le parangon de la femme d'affaires. Bientôt, Audrey, ma fille, est arrivée avec son mari, Stéphane. Il est entré en riant bruyamment d'une de ses blagues, remplissant la pièce de sa présence, comme toujours. Un vendeur de voitures typique, tout en tapac sans grave-l'œil et en bruit, mais peu de substance. Audrey avait l'air épuisée après son service à l'hôpital, où elle travaillait comme infirmière, mais ses yeux brillaient étrangement en me saluant. J'avais déjà vu cette lueur, quand elle m'avait menti au sujet d'un vase cassé dans son enfance. Les petits-enfants sont arrivés les derniers. Manon, la fille de Guillaume, vérifiant constamment son téléphone, et Théo, le fils d'Audrey, avec une nouvelle montre chère que, j'en étais sûre, il ne pouvait pas se permettre. Eh bien, tel père, tel fils, comme on dit un d'eux, nous nous sommes assis à table. J'ai coupé le gâteau qu'Audrey avait apporté. Un gâteau de supermarché avec un glaçage écœurant. Pas eu le temps d'en faire un, bien sûr. Mamie, tu n'as pas peur de vivre seule dans une si grande maison? A demandé Manon, les yeux rivés sur l'écran de son téléphone. Pourquoi devrais-je avoir peur? À mon âge, plus rien ne m'effraie, ai-je répondu en coupant un morceau de gâteau. Je n'allais pas lui dire que j'avais le pistolet de Laurent dans ma table de chevet. Un véritable héritage familial. Mais, maman, ça devient dangereux, a renchéri Audrey. Souviens-toi comment tu es tombée dans la salle de bain le mois dernier. Je me souvenais d'un petit vertige, de quelques bleus, rien de grave, mais ils en avaient fait une catastrophe universelle. Quoique, non, pas à ce moment-là. Ils avaient commencé à en parler plus tôt. À peu près au moment où Stéphane a perdu son emploi pour la 3e fois en 1 an, et que Guillaume a commencé à parler d'agrandir leur maison. Beaucoup de parents âgés de nos amis ont déjà déménagé au Havre paisible, a dit Guillaume en jetant un coup d'œil à sa femme. Ils disent que c'est très bien là-bas. Le Havre paisible est une maison de retraite à 15 km de chez moi. Récemment construite, avec des jardins manucurés et une publicité envahissante. Cher, dois-je dire. Je me demande qui va payer pour ça. Mon assurance habitation, je suppose. Je ne suis pas encore assez vieille pour y aller, ai-je lâché, en prenant une gorgée de vin. Bon marché et acide. Laurent n'aurait jamais acheté ça. Ils ont échangé des regards,
mais n'ont pas insisté. La conversation a dévié sur d'autres sujets. Stéphane s'est vanté d'une nouvelle affaire. Véronique s'est plainte du directeur de l'école et les petits-enfants n'ont guère participé à la conversation. Vers 20 heures, ils se sont préparés à rentrer. « Maman, tu es sûre que tu n'as pas besoin d'aide pour le nettoyage ?» a demandé Audrey en enfilant son manteau. « Ça ira, » ai-je répondu. « Allez-y, il commence à faire nuit. » Quand ils sont partis, j'ai lentement débarrassé la vaisselle, éteint les lumières et suis montée dans ma chambre. Une fatigue soudaine m'a envahie. J'ai décidé de faire une petite sieste, mais j'ai été réveillée par l'odeur âcre de la fumée. La fumée s'infiltrait sous la porte de la chambre. C'était étrange que le détecteur d'incendie ne se soit pas déclenché. Je l'avais vérifié il y a 1 mois à peine. J'ai rapidement enfilé ma robe de chambre, attrapé mon sac avec mes documents, une vieille habitude de ma vie avec Laurent, et je suis sortie par la fenêtre sur le toit du porche, puis j'ai descendu le long du vieux treillis. Mes mains se souvenaient du chemin. Il y a longtemps, je l'utilisais pour m'échapper et retrouver Laurent quand mes parents nous interdisaient de nous voir. Au moment où les pompiers sont arrivés, les flammes avaient envahi tout le premier étage. Je me tenais sur la pelouse en chemise de nuit et robe de chambre, serrant mon sac de documents. Les voisins avaient appelé non seulement les pompiers, mais aussi une ambulance et mes enfants. Au moins, j'avais réussi à prendre mon sac. Il contenait non seulement mes documents personnels, mais aussi les clés du coffre-fort à la banque où je gardais les papiers pour les terrains de Clerval. Guillaume a été le premier à arriver, suivi d'Audrey. Il feignait le choc et l'horreur, mais quelque chose dans leurs yeux trahissait leur soulagement. Eh bien, je peux les comprendre. Une vieille mère avec une grande maison et le terrain sur lequel elle est construite. C'est pratique quand tout cela vous revient et que vous n'avez pas à attendre des années pour votre héritage. Maman, comment est-ce arrivé ? Audrey m'a serré dans ses bras, mais ses mains tremblaient, non de peur, mais d'excitation. On dirait un court-circuit, a dit le pompier à Guillaume, pas à moi, comme si j'étais déjà sénile. Le câblage dans les vieilles maisons est souvent dangereux. Un vieux câblage dans une maison où j'avais entièrement refait le système électrique il y a 3 ans. J'ai voulu protester, mais je me suis tue à temps. Mieux valait leur laisser croire que je ne soupçonnais rien. Laurent disait toujours, « Iris, le coup le plus dur est celui auquel on ne s'attend pas. » Au matin, il ne restait de ma maison qu'une carcasse calcinée. Les enfants m'ont proposé de m'héberger, mais ont presque aussitôt évoqué l'idée de la maison de retraite. « Maman, c'est juste temporaire, le temps qu'on décide quoi faire avec la maison, » m'a assuré Guillaume. « Tu y seras à l'aise et en sécurité. J'ai déjà pris des dispositions. Ils sont prêts à t'accueillir aujourd'hui. » Oui, j'ai tout arrangé si rapidement, ajouta Véronique, sans même essayer de cacher son enthousiasme. On aurait dit qu'elle avait appelé à l'avance. J'ai regardé leur visage et me suis souvenu des mots de Laurent. Ne montre jamais tes cartes avant l'heure, Iris. Laisse-les penser que tu es plus faible que tu ne le es réellement. D'accord, ai-je dit finalement, si vous pensez que c'est mieux. Ils n'ont pas caché leur soulagement. Le soir même, j'étais assise dans une chambre petite mais propre au Havre paisible, avec vue sur un jardin bien entretenu. Les enfants m'ont apporté une valise avec des affaires qu'ils avaient achetées à la hâte au magasin le plus proche. Tout était neuf, impersonnel, pas à moi. Nous te rendrons visite tous les week-ends, a promis Audrey en m'embrassant pour me dire au revoir. J'ai hoché la tête et souri, mais un plan se formait déjà dans ma tête. Laurent m'avait appris à ne jamais pardonner la trahison. Et si quelqu'un connaissait le prix de la terre, c'était bien lui. Mon premier mari, Laurent Vasseur, n'était pas le genre d'homme qu'on invitait au dîner des maisons respectables de Clerval. Pour le public, c'était un homme d'affaires prospère avec des intérêts dans l'immobilier. Pour ceux qui le connaissaient mieux, c'était l'homme à appeler quand on avait besoin de résoudre un problème sans attirer l'attention de la police. Je l'ai rencontré quand j'avais 19 ans et lui 25. Il m'a remarqué sur la plage, s'est approché et m'a dit: vous ressemblez à une femme qui sait garder des secrets. Je ne réalisais pas alors à quel point il avait raison. Notre mariage a duré 7 ans. Pendant ce temps, j'ai appris plus sur la vie que je n'aurais jamais voulu en savoir. J'ai appris à tenir une double comptabilité, à reconnaître les mensonges au moindre mouvement du visage et à garder des secrets. Quand Laurent est mort à 32 ans, officiellement dans un accident de voiture, bien que je connaisse la vérité, je me suis retrouvée veuve avec un héritage inattendu. Des terrains couvrant plusieurs pâtés de maisons dans le secteur privé de Clerval. Les terrains étaient enregistrés au nom d'une société écran appelée Propriété Vasseur, dont le lien avec moi n'était connu que de quelques avocats de confiance. À cette époque,
Je travaillais déjà comme comptable pour la ville et m'étais soigneusement bâti une réputation de femme modeste et fiable. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Édouard Moreau, un veuf respectable avec un jeune fils, Guillaume. Nous nous sommes mariés et j'ai donné naissance à sa fille, Audrey. Édouard n'a jamais rien su de mon premier mari ni des terrains que je possédais. Pour lui, j'étais juste Iris, une comptable de bonne famille. Édouard et moi avons vécu heureux ensemble pendant 26 ans, jusqu'à sa mort d'une crise cardiaque. Pendant tout ce temps, j'ai géré discrètement mes actifs fonciers par le biais de mandataires, augmentant progressivement les loyers pour tout le monde, sauf pour les quartiers où mes enfants, devenus adultes, avaient construit leur maison. J'ai pris des dispositions spéciales pour eux par l'intermédiaire de Propriété Vasseur. Ils ont obtenu des baux à long terme à un prix symbolique, sans savoir qui était le véritable propriétaire des terrains. Et maintenant, ils ont brûlé ma maison et m'ont laissé dans une maison de retraite, pensant s'être débarrassés d'un fardeau. Ils ne savent pas que je tiens leur vie entre mes mains. Il me suffit de claquer des doigts pour que le sol se dérobe sous leurs pieds, littéralement. J'étais assise près de la fenêtre au havre paisible et je regardais le coucher du soleil. Un étrange sentiment de paix m'envahit. Peut-être pour la première fois depuis de nombreuses années, je me sentais à nouveau vivante. J'avais un but. Laurent aurait été satisfait. Ma première matinée à la maison de retraite a commencé par un coup sec à la porte. Je n'étais même pas encore complètement réveillée qu'une jeune femme en uniforme bleu clair est entrée dans la chambre. « Bonjour, Madame Vasseur. Je m'appelle Linda. Je suis votre aide-soignante du matin. Comment avez-vous dormi? Laissez-moi vous aider à vous préparer pour le petit déjeuner. » Sans attendre de réponse, elle a ouvert les rideaux. La lumière du soleil a inondé la pièce, révélant sa fadeur, un lit standard, une table de chevet, une commode et un fauteuil près de la fenêtre. Même le linge de lit était parfaitement neutre. Pas de motif, pas de couleur, juste un bleu pâle, comme l'uniforme de Linda. « Je peux m'habiller seule », ai-je dit en m'asseyant sur le lit. Linda a souri avec cette indulgence particulière que les jeunes réservent aux personnes âgées. « Bien sûr que vous le pouvez, mais je resterai à proximité au cas où vous auriez besoin d'aide. » Refusant de discuter davantage, j'ai enfilé l'un des nouveaux ensembles que mes enfants m'avaient achetés. Un tailleur-pantalon bleu sans goût que je n'aurais jamais choisi moi-même. Linda a hoché la tête d'un air approbateur, comme si j'étais une enfant qui avait accompli sa première tâche de manière autonome, et m'a conduite à la salle à manger. La salle à manger était une pièce spacieuse avec de grandes fenêtres et de nombreuses tables rondes. Malgré l'heure matinale, la plupart d'entre elles étaient déjà occupées. Les résidents du Havre paisible étaient des leftos. « Madame Vasseur, je vais vous installer à la table de Monsieur Hébert, » a dit Linda en me conduisant à une table près de la fenêtre où était assis un homme âgé aux impressionnants favoris gris. « Monsieur Hébert, voici Madame Vasseur, notre nouvelle résidente. » L'homme a levé les yeux de son assiette et m'a jeté un regard pénétrant. Son visage était ridé et hâlé, et ses mains trahissaient un homme habitué au travail physique. « Marcel Hébert, » a-t-il dit en hochant la tête. « Asseyez-vous, Madame Vasseur. La nourriture ici est correcte, si vous n'êtes pas difficile. » Iris, ai-je dit en m'asseyant. Et je ne suis pas difficile pour la nourriture. Le petit déjeuner était en fait tout à fait mangeable. Gruau, toast, œufs et fruits. J'ai remarqué que Marcel divisait méthodiquement la nourriture dans son assiette, comme s'il délimitait les parcelles d'un champ. « Étiez-vous agriculteur » ai-je demandé en désignant son assiette. Il a haussé les sourcils de surprise. 50 ans sur la terre. Vous êtes observatrice. Je suis comptable. J'ai l'habitude de remarquer les détails. Marcel a gloussé et est retourné à sa nourriture, mais j'ai remarqué un nouvel intérêt dans ses yeux. Après le petit déjeuner, nous avons eu droit à une visite des lieux. Linda a fait visiter aux nouveaux arrivants, moi et 2 autres femmes. Arrivée la veille, tous les recoins du Havre paisible. Je dois admettre que l'endroit était bien aménagé. Il y avait un grand jardin avec des sentiers de promenade, une bibliothèque, une salle de loisirs avec une télévision et des jeux de société, et même une petite piscine pour l'aquagym. Le personnel était poli et semblait sincèrement se soucier des résidents. Non que je prévoie de rester ici longtemps, mais quand même. À la fin de la visite, la directrice de l'établissement, Madame Pommier, une dame distinguée d'une 50aine d'années, s'est personnellement présentée à chaque nouveau venu. « Madame Vasseur, j'espère que vous vous plairez ici, » a-t-elle dit avec un sourire professionnel. « Votre famille était si préoccupée par votre bien-être après ce terrible incendie. »« J'en suis sûre, » ai-je répondu en souriant en retour. « Ils sont toujours très attentionnés,
surtout quand il s'agit de mon assurance, ai-je pensé, mais je l'ai gardé pour moi. Ce soir-là, Audrey a appelé pour savoir comment je m'installais. La conversation a été courte et gênante. Elle évitait de me regarder à travers l'écran du téléphone, même lorsqu'elle m'assurait qu'elle et Guillaume s'occupaient de l'assurance et qu'ils me rendraient visite bientôt. « Tu vas bien, maman ?» a-t-elle demandé à la fin, son inquiétude mal dissimulée. « Je vais bien », ai-je répondu. « C'est très agréable ici. J'ai même un nouvel ami, Monsieur Hébert, un ancien agriculteur. »« Oh, c'est merveilleux », a dit Audrey, visiblement ravie. « Alors, tu aimes bien là-bas ? Je suis si heureuse pour toi. » Trop heureuse, à mon avis. J'ai dit au revoir, promettant d'appeler le lendemain, et j'ai raccroché. Puis, j'ai sorti de mon sac un petit carnet à la couverture de cuir usé. Le cadeau de Laurent pour notre premier anniversaire. Écris tout, Iris. La mémoire flanche, mais le papier reste. J'ai commencé la liste. Premièrement, l'assurance. Ma maison était assurée pour une somme décente, y compris le contenu. Qui toucherait l'indemnité ? Selon les documents, moi, bien sûr. Mais il était évident que les enfants s'attendaient à avoir leur mot à dire sur la façon dont l'argent serait dépensé. Deuxièmement, le terrain. La parcelle sur laquelle se trouvait la maison et toutes les terres environnantes faisaient partie du quartier dont j'avais hérité de Laurent. Qui avait le droit de disposer de ce terrain ? Seulement moi. Et si les enfants essayaient de vendre ou de construire sur la parcelle à mon insu ? 3 jours plus tard, je m'étais si bien installée au Havre paisible que l'on ne m'accompagnait plus à chaque pas. Je connaissais les horaires du personnel, les noms de la plupart des résidents, et surtout, l'emplacement du bureau avec un téléphone qui pouvait être utilisé pour des appels personnels. Mon premier appel fut pour maître Marc Fontaine, l'avocat qui s'occupait de mes affaires foncières depuis la mort de Laurent. Il avait plus de 70 ans, mais n'avait aucune intention de prendre sa retraite. Madame Vasseur. Sa voix semblait surprise. J'essaie de vous joindre depuis que j'ai appris pour l'incendie. Je suis dans une maison de retraite, Marc. Le Havre paisible. Je vois. Il a fait une pause. Ce sont vos enfants qui vous y ont mise. C'est exact. Et je soupçonne que l'incendie n'était pas un accident. Marc n'a pas exprimé de surprise. Il en avait vu assez au fil des ans en travaillant avec Laurent. Que voulez-vous que je fasse ? Vérifiez s'il y a eu des tentatives de toucher l'assurance ou de modifier quoi que ce soit dans les documents fonciers. Et renseignez-vous sur la situation financière de mes enfants. Je suis particulièrement intéressée par d'éventuelles dettes. Je m'en occupe, Madame Vasseur. Et soyez prudente. Mon deuxième appel fut pour Rita Sauvier, une ancienne collègue du conseil municipal qui travaillait maintenant pour les sapeurs-pompiers. Iris, mon Dieu, j'ai entendu pour ta maison. Tu vas bien ? Aussi bien que possible, Rita. Écoute, j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu jeter un œil au rapport sur l'incendie de ma maison ? Quelque chose ne colle pas. Rita est restée silencieuse un moment. C'est un peu en dehors du protocole, Iris. Souviens-toi comment je t'ai aidé avec la paperasse quand tu as failli être accusée de détournement de fonds. Je n'aimais pas rappeler les faveurs passées, mais la situation l'exigeait. D'accord, Iris. Je vais voir ce que je peux trouver, mais sans promesse. Le troisième appel fut le plus difficile. J'ai composé le numéro de Leduc, un ancien policier qui avait autrefois travaillé pour Laurent. Il était très âgé, mais son esprit était toujours vif, et il avait gardé ses relations. Madame Vasseur, sa voix semblait méfiante. Ça fait longtemps. Oui, Leduc. J'ai besoin de votre aide. Je suis à la retraite depuis 10 ans. Mais vos contacts sont toujours bons, j'en suis sûre. Il a fait une pause. De quoi avez-vous besoin ? Des informations sur mes enfants, Guillaume Moreau et Audrey Lemaire. Leurs finances, leurs dettes, leurs contacts. Je suis particulièrement intéressée par les derniers mois. Ce sont vos enfants, Madame Vasseur. Et ils ont peut-être brûlé ma maison pour toucher l'assurance et se débarrasser de moi. Vous êtes bien comme votre défunt mari, Leduc. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. En attendant les informations, je passais mon temps à observer la vie au Havre paisible. Marcel Hébert s'est avéré être un interlocuteur intéressant. Il n'aimait pas les bavardages et ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose à dire, ce qui me convenait parfaitement. Mon fils me rend visite chaque semaine, a-t-il dit un jour au déjeuner. Fabien est un bon garçon, travailleur.
Que fait-il? Ai-je demandé par politesse. Il vend des produits de la ferme. Il veut ouvrir son propre magasin, mais il ne trouve pas d'endroit convenable à un prix abordable. Tout est racheté par les grandes entreprises. J'ai hoché la tête, prenant une note mentale. Cela pourrait être utile plus tard. Contrairement à leurs promesses, mes enfants ne se pressaient pas pour me rendre visite. Pendant mes 2 premières semaines au Havre paisible, Guillaume n'est passé qu'une seule fois, pour 15 minutes, visiblement pressé d'aller quelque part. Audrey appelait, mais trouvait toujours une raison de ne pas venir. Mes petits-enfants ne se sont pas montrés du tout. Cependant, les informations ont commencé à arriver progressivement de mes contacts. Rita a été la première à appeler. Iris, tu avais raison. Le rapport est plein d'incohérences. Le câblage était neuf, et la source de l'incendie se trouvait à 2 endroits différents en même temps. En plus, il y a des traces d'un accélérant. L'inspecteur est soit incompétent, soit il a été soudoyé. Merci, Rita. Pourrais-tu m'envoyer une copie du rapport? Je te l'ai déjà envoyé par email. Faites attention, Iris. Puis sont venues les informations de Marc. Il n'a pas appelé, mais t'a envoyé une enveloppe avec tous les documents. Vieille école, mais fiable. J'ai parcouru les papiers dans ma chambre, et à chaque page, mes soupçons se transformaient en certitude. Guillaume avait tenté d'obtenir une procuration sur mes finances avant même l'incendie. Audrey s'était renseignée sur les termes de ma police d'assurance. Et tout récemment, les deux avaient déposé une demande pour gérer le versement de l'assurance en raison de l'incapacité de la mère. Mais le plus intéressant se trouvait dans les relevés financiers. Guillaume devait à la banque une grosse somme pour des rénovations de maisons qu'il avait entreprises sans avoir les fonds suffisants. Audrey et Stéphane étaient criblés de dettes. Apparemment, son commerce de voitures ne marchait pas aussi bien qu'il s'en vantait. Le duc fut le dernier à appeler. J'ai quelque chose d'intéressant, Madame Vasseur. Une semaine avant l'incendie, votre gendre, Stéphane Lemaire, a rencontré un homme connu pour ses services d'incendie criminel. Et votre fille a retiré 2000 € en espèces de son compte le même jour. Vous en êtes sûr? J'ai des photos de la rencontre et le relevé de compte. J'ai tout envoyé à Marc. Merci, le duc. Je ne l'oublierai pas. De rien. J'ai toujours respecté Monsieur Vasseur, et vous? J'ai raccroché et suis retourné dans ma chambre. Le tableau était donc clair. Mes enfants, embourbés dans les dettes, avaient décidé de se débarrasser de moi et de toucher l'assurance de la maison. Ils avaient peut-être même prévu de vendre le terrain après ma mort, qu'ils croyaient imminente après mon déménagement en maison de retraite. Beaucoup de personnes âgées dépérissent rapidement lorsqu'elles sont coupées de leur environnement familier. Mais ils ignoraient 2 choses. Premièrement, je n'avais aucune intention de mourir de sitôt. Et deuxièmement, le terrain sur lequel se trouvait ma maison et les leurs n'appartenaient pas à moi en tant qu'héritage d'Édouard Moreau, mais en tant que propriété de Propriété Vasseur, une société dont ils ne connaissaient même pas l'existence. J'ai sorti de mon sac une carte de Clerval sur laquelle Laurent avait marqué les quartiers qui nous appartenaient. Marc la mettait à jour régulièrement, notant les nouvelles constructions et les modifications de limites. Les maisons de mes enfants se trouvaient en plein centre de notre propriété. La maison de Guillaume et Véronique était grande et luxueuse, construite sur un terrain pour lequel ils avaient payé une misère à une société inconnue. La maison d'Audrey et Stéphane était plus petite, mais dans un emplacement prestigieux près du parc, également sur mon terrain. J'ai souri en me souvenant comment Laurent disait toujours « La terre, Iris, c'est la seule chose qui a une vraie valeur. Tout le reste n'est que des bâtiments posés dessus. » Eh bien, il était temps d'enseigner une leçon à mes enfants. J'ai sorti mon carnet et j'ai commencé à élaborer un plan. D'abord, je devais rencontrer le fils de Marcel, Fabien. S'il cherchait vraiment un endroit pour son magasin, je pourrais peut-être lui offrir l'option parfaite, la parcelle de terrain où se trouvait ma maison. On a frappé à la porte, et l'aide-soignante du soir est entrée avec mes pilules. « Madame Vasseur, vous semblez très absorbée par votre écriture », a-t-elle remarqué en me tendant un verre d'eau. « Oh, juste des souvenirs », ai-je souri en cachant mon carnet. Vous savez, à mon âge, le passé est parfois plus intéressant que le présent. En 3 semaines au Havre paisible, j'avais réussi à apprendre tous ces recoins et ces règles tacites. Ici, comme dans toute communauté fermée, il y avait une hiérarchie, des clans et des moyens d'obtenir ce que l'on voulait. Madame Fleming de la chambre 204 connaissait tous les ragots. Monsieur Barker du 210 faisait entrer du whisky en cachette.
Et l'infirmière Nancy pouvait organiser un transport en ville sans poser de questions si on le lui demandait au bon moment avec le bon billet. Je me suis assise dans le jardin avec Marcel, qui était devenu mon compagnon constant. Il disposait les pièces sur un échiquier, une autre habitude qui trahissait sa nature ordonnée. « Votre fils vient aujourd'hui » ai-je demandé en faisant mon premier coup. Marcel a hoché la tête en déplaçant un pion. « Tous les mercredis après le déjeuner. Fabien est aussi ponctuel qu'une horloge suisse. » « Parlez-moi un peu plus de lui, » ai-je dit en déplaçant mon cavalier. « Vous avez dit qu'il voulait ouvrir un magasin. » Le visage de Marcel s'est illuminé, comme toujours quand il parlait de son fils. « Oui, une boutique de produits fermiers. Fabien a toujours été proche de la terre, même s'il n'est pas devenu agriculteur comme moi. Il organise des marchés de producteurs et fournit des légumes et des fruits au restaurant. Mais depuis 3 ans, il rêve de sa propre boutique, un lieu permanent. Qu'est-ce qui l'en empêche? La terre, a soupiré Marcel. Les grands promoteurs ont tout racheté à Clerval. Ce qui reste est hors de prix, et Fabien veut un magasin dans notre quartier. Pourquoi ici? C'est là que sont nos racines. Notre ferme était à 3 kilomètres d'ici, jusqu'à ce qu'elle soit rachetée pour un développement résidentiel. Et en plus, c'est le centre-ville maintenant. Un bon endroit pour les affaires. J'ai hoché la tête et j'ai fait mon prochain coup. Peut-être que je peux aider votre fils. Marcel m'a regardé avec surprise. Vous? Comment? J'ai souri. Dites-lui que j'aimerais lui parler quand il arrivera. Marcel avait l'air perplexe mais n'a pas posé de questions. Bientôt, je l'ai mis échec et mat, et il a secoué la tête. Vous jouez comme mon défunt frère. Il avait toujours 3 coups d'avance, lui aussi. Une compétence utile, ai-je remarqué en ramassant les pièces. Après le déjeuner, je suis retournée dans ma chambre et j'ai de nouveau examiné les documents que Marc m'avait envoyés. En plus des états financiers détaillant les dettes de mes enfants, il y avait autre chose. Un projet de plan de construction pour le terrain où se trouvait ma maison. Guillaume et Audrey, il s'est avéré, avaient déjà consulté un architecte pour la construction d'un petit centre commercial. Ils prévoyaient d'utiliser l'argent de l'assurance pour le financement initial, puis de contracter un prêt garanti par le terrain, un terrain qui ne leur appartenait pas. On a frappé à la porte. Sur le seuil se tenait Marcel avec un homme d'âge moyen qui était sans conteste son fils. Les mêmes yeux perçants et le même menton têtu. Seuls ses cheveux n'étaient pas encore gris. Madame Vasseur, voici mon fils, Fabien, nous a présenté Marcel. Fabien, voici Madame Vasseur, dont je t'ai parlé. Très heureux de vous rencontrer. Fabien m'a serré la main. Sa poignée de main était ferme, comme on peut s'y attendre d'un homme habitué au travail physique. De même, ai-je dit en désignant les chaises. Veuillez vous asseoir. Marcel a dit que vous cherchiez un emplacement pour un magasin. Fabien a hoché la tête, me regardant avec intérêt. Oui, depuis près de 3 ans, mais les bons emplacements sont soit déjà pris, soit trop chers. Et si je vous disais que j'ai l'endroit parfait, bien situé, à un prix raisonnable? Fabien a jeté un coup d'œil à son père. Je suis désolé, Madame Vasseur, mais je ne comprends pas très bien. Vous possédez de l'immobilier? Ma maison a brûlé il y a 3 semaines, ai-je dit. Le terrain est sur la rue du Chêne. Vous connaissez l'endroit? Les yeux de Fabien se sont écarquillés. Bien sûr, c'est en centre-ville, juste à côté du parc. L'un des meilleurs quartiers. Vous voulez vendre le terrain? Peut-être, ai-je dit en sortant du tiroir une carte que j'avais préparée à l'avance. C'est là que se trouvait ma maison. C'est un excellent emplacement pour un magasin. Il y a un parc à proximité, des immeubles résidentiels, une bonne circulation. Fabien a regardé la carte avec une excitation mal dissimulée. C'est vraiment l'emplacement parfait, mais ça doit valoir une fortune. J'ai souri. Je vais vous confier un secret, Fabien. L'argent n'est plus aussi important pour moi qu'avant. Il est beaucoup plus important pour moi que ma maison soit remplacée par quelque chose d'utile à la communauté. Quelque chose qui me plairait, comme une boutique de produits fermiers. J'ai nommé un prix. Assez raisonnable pour l'emplacement, mais toujours abordable pour une entreprise en démarrage. Fabien avait l'air de ne pas en croire ses oreilles. C'est une offre très généreuse, Madame Vasseur, mais je dois demander, pourquoi me proposez-vous cela à moi au lieu de mettre le terrain en vente? Bonne question. Le gars n'est pas stupide. Disons simplement que j'aime votre idée. Et en plus, j'ai fait un signe de tête vers Marcel.
Votre père parle si fièrement de vous. Je crois aux valeurs familiales. Sans préciser, bien sûr, que ma conception des valeurs familiales incluait désormais la vengeance contre les traîtres. Fabien a réfléchi. Je dois réfléchir à cette offre. Parler à la banque pour un prêt. Bien sûr, ai-je hoché la tête. Mais ne tardez pas trop. J'ai d'autres offres. C'était un mensonge, mais un peu de pression n'a jamais fait de mal. Je vous recontacterai dans quelques jours, a promis Fabien en se levant. Merci, Madame Vasseur. Quand ils sont partis, j'ai appelé Marc. Nous avons peut-être un acheteur pour le terrain de ma maison incendiée, ai-je dit. Préparez les papiers et vérifiez si mes enfants ont entrepris des démarches concernant le terrain. C'est déjà fait, a dit Marc d'un ton sombre. Ils ont demandé un permis de construire pour un bien commercial. La demande stipule que le terrain vous appartient et qu'ils agissent en votre nom, mais ils n'ont pas de procuration. Exactement. J'ai déjà envoyé une requête à la municipalité concernant l'illégalité de leurs actions. Mais ils sont clairement pressés, Iris. Peut-être devrions-nous les rencontrer et clarifier la situation. J'y ai réfléchi. Non, ce n'est pas encore le moment d'une confrontation ouverte. Ne montrons pas nos cartes pour l'instant, Marc. Laissons-les croire que leur plan fonctionne. Bloquez simplement toutes leurs tentatives de disposer de ma propriété. Le lendemain, Fabien m'a appelé sur la ligne fixe du Havre paisible. Madame Vasseur, j'accepte votre offre. La banque est prête à me faire un prêt pour la propriété. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour signer les papiers? Je demanderai à mon avocat de vous contacter, ai-je répondu. Il s'appelle maître Marc Fontaine. Il s'occupera de tout. Après cette conversation, je me suis de nouveau assise à mon carnet. Le plan commençait à prendre forme. Fabien obtiendrait le terrain pour sa boutique, le terrain sur lequel se trouvait ma maison, et mes enfants. Eh bien, ils apprendraient bientôt que leur projet de développement commercial ne se réaliserait pas. Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'ils ressentent toute la profondeur de leur trahison. Je voulais qu'ils comprennent que je n'étais pas juste une vieille femme sans défense qu'on pouvait envoyer dans une maison de retraite et oublier. L'infirmière Nancy a jeté un coup d'œil dans la chambre. Madame Vasseur, vous avez de la visite. Votre fille. Audrey. C'était inattendu. J'ai rapidement caché mon carnet et me suis préparée à la rencontre. Audrey est entrée avec un sourire forcé et un bouquet de fleurs. Elle avait l'air tendue, comme si être ici était une épreuve pour elle. Maman, comment vas-tu? Je suis désolée de ne pas être venue plus tôt. Nous avons eu tellement de choses à faire. Assieds-toi, ai-je dit en désignant la chaise. Qu'y a-t-il de si urgent? Audrey a hésité un peu, puis a dit, Guillaume et moi nous occupons de l'assurance pour la maison, et nous réfléchissons aussi à ce qu'il faut faire avec le terrain. Vraiment? Ai-je feint l'intérêt? Qu'est-ce que vous prévoyez? Nous pensons peut-être y construire quelque chose, un petit centre commercial ou des bureaux. Le terrain est bien situé. Ce serait dommage de simplement le vendre. Et ma maison? Vous n'allez pas la reconstruire? Audrey a hésité. Maman, ce ne serait pas pratique. La maison était vieille, elle avait des problèmes. Il vaut mieux construire quelque chose de neuf. Tu peux vivre ici. Tu aimes bien le Havre paisible, n'est-ce pas? J'ai regardé attentivement ma fille. Je pouvais voir la tension dans ses yeux. Elle avait clairement peur que je m'oppose à leur plan. Oui, c'est agréable ici, ai-je dit finalement. Que dit la compagnie d'assurance? Ils enquêtent. Procédure standard pour les grosses réclamations. Je vois. J'ai hoché la tête. Quand prévoyez-vous de commencer la construction? Dès que nous aurons l'assurance et le permis de construire. On a déjà trouvé un architecte et un entrepreneur. Tout devrait être réglé dans les prochaines semaines. Ça a l'air prometteur. J'ai souri. Vous avez fait un excellent travail en organisant tout si rapidement. Audrey ne s'attendait clairement pas à cette réaction. Elle avait l'air confuse mais satisfaite. Tu n'y vois pas d'inconvénient. Pourquoi y verrais-je un inconvénient? Vous faites ça pour votre famille, n'est-ce pas? Bien sûr, maman. Audrey a hoché la tête avec enthousiasme. Ce sera une entreprise familiale. Nous pourrons te soutenir ici, et il restera quelque chose pour les enfants. Merveilleux. Je lui ai tapoté la main. Je suis contente de pouvoir compter sur vous. Après le départ d'Audrey,
je suis restée longtemps assise près de la fenêtre, regardant le jardin. Ma fille ne m'a même pas demandé ce que je voulais faire de la propriété. Elle et Guillaume avaient déjà tout décidé, comme si le terrain leur appartenait. Ils s'étaient déjà partagé les futurs revenus sans considérer que j'étais encore en vie et que je pouvais avoir mes propres plans. Eh bien, ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient. Le lendemain, Marc m'a informé que les documents pour la vente du terrain à Fabien étaient prêts. Nous avons convenu de nous rencontrer lundi à son bureau. J'ai dû utiliser les services de Nancy pour organiser le transport, soi-disant pour une visite chez le médecin. Le bureau de Marc se trouvait dans un vieil immeuble du quartier des Affaires de Clerval. Je n'y étais pas venue depuis des années, mais rien n'avait changé. Les mêmes planchers qui craquent, les mêmes boiseries au mur, la même odeur de vieux livres et de cuir. Marc m'a accueilli à la porte. Malgré son âge, il se tenait droit et avait l'air impressionnant dans son costume impeccable. « Madame Vasseur », il s'est légèrement incliné. « Je suis heureux de vous voir en bonne santé. »« De même, Marc. » J'ai serré sa main sèche. « Notre acheteur est-il déjà là ?»« Il attend dans mon bureau. » Un jeune homme sympathique, très sérieux en affaires. Fabien avait en effet l'air sérieux et un peu nerveux. Il s'est levé quand nous sommes entrés. « Madame Vasseur, je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. »« De rien. » ai-je dit en m'asseyant dans le fauteuil en face de lui. Je suis contente que ma propriété aille entre de bonnes mains. Marc a disposé les documents devant nous et a commencé à expliquer les termes de l'accord. J'ai remarqué avec quelle attention Fabien lisait chaque ligne et posait des questions de clarification. C'était bon signe, il prenait l'affaire au sérieux. Quand toutes les formalités ont été réglées et les documents signés, j'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction. La première étape de mon plan avait été franchie. Maintenant, le terrain appartenait officiellement à Fabien, et les projets de développement commercial de mes enfants ne pouvaient pas se réaliser. Je commencerai les travaux préparatoires la semaine prochaine, a dit Fabien en me serrant la main pour me dire au revoir. Vous ne regretterez pas votre décision, Madame Vasseur. Ma boutique sera la meilleure de Clerval. J'en suis sûre. J'ai souri. Quand Fabien est parti, Marc et moi sommes restés au bureau. Et maintenant, a-t-il demandé en nous servant à chacun un verre de Quérès, une vieille tradition après une affaire réussie. Maintenant, nous devons nous préparer à la réaction de mes enfants, ai-je dit en prenant le verre. Ils apprendront bientôt la vente du terrain, et ils seront furieux. Ils pourraient essayer de contester l'accord, a remarqué Marc. Prétendre que vous étiez incompétente ou que vous agissiez sous la contrainte. Laissez-les essayer. J'ai siroté le Quérès, doux et fort, juste comme il faut. Ils n'ont aucune preuve. De plus, ce n'est que le début. La prochaine étape, c'est le terrain sous leur maison. Marc a haussé un sourcil. Vous voulez expulser vos propres enfants? Non. J'ai secoué la tête. Je veux leur donner une leçon. Ils ont oublié qui je suis. Ils ont oublié ce que Laurent m'a appris. J'ai vu une ombre d'inquiétude dans les yeux de Marc. Il connaissait Laurent, savait à quel point il pouvait être impitoyable envers les traîtres. Et peut-être voyait-il maintenant dans mes yeux la même lueur froide qui avait autrefois été dans les yeux de mon premier mari. « Soyez prudente, Iris », a-t-il dit doucement. « La vengeance peut apporter de la satisfaction, mais elle apporte rarement le bonheur. »« Je ne cherche pas le bonheur, Marc », ai-je répondu en finissant mon Quérès. « Je cherche la justice. » Quand je suis rentrée au Havre paisible, j'ai trouvé une véritable agitation. Les infirmières chuchotaient et les résidents me jetaient des regards curieux. Finalement, Linda s'est approchée de moi avec un air inquiet. « Madame Vasseur, votre fils est là. Il est très contrarié et exige de vous voir immédiatement. » Alors, Guillaume était déjà au courant de la vente. Plus vite que je ne l'avais prévu. Eh bien, il était temps de jouer le prochain coup. « Où est-il » ai-je demandé calmement. « Dans le salon des visiteurs. Madame Pommier est avec lui. Elle est inquiète. »« Ne vous inquiétez pas. » J'ai tapoté le bras de Linda. « Je vais m'en occuper. » Guillaume faisait les 100 pas dans le salon des visiteurs comme un tigre en cage. Quand je suis entrée, il s'est retourné brusquement. « Maman, qu'as-tu fait? Tu as vendu le terrain. » Madame Pommier, la directrice de la maison de retraite, était assise dans un coin, l'air préoccupé. « Madame Pommier, merci pour votre sollicitude, mais j'aimerais parler à mon fils seul, ai-je dit. » Elle a regardé Guillaume d'un air dubitatif. «
mais a hoché la tête et est sortie, fermant la porte derrière elle. Assieds-toi, Guillaume, ai-je dit en désignant une chaise. Cette agitation n'est pas bonne pour toi. Maman, réalises-tu seulement ce que tu as fait? Il ne s'est pas assis. Nous avions déjà le permis de construire. Nous avions des plans, des investisseurs. Sur mon terrain, ai-je dit calmement. Sans mon consentement. Nous aurions tout discuté avec toi. Nous avons fait ça pour la famille. Vraiment. Je l'ai regardé attentivement. Et l'incendie de ma maison, c'était pour la famille aussi. Guillaume a pâli. De quoi parles-tu? C'était un accident. Nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Je me suis assise dans le fauteuil, sentant quelque chose de longtemps oublié se réveiller en moi. Le calcul froid que j'avais appris de Laurent. Pourquoi engager un pyromane, Guillaume? Pourquoi m'envoyer dans une maison de retraite? C'est de la folie. Guillaume a haussé la voix, mais je pouvais voir la panique dans ses yeux. Tu as perdu la tête, maman. J'ai des preuves. J'ai menti, observant sa réaction. Il n'y avait pas de preuves directes, mais son visage trahissait la vérité. Et j'ai vendu le terrain à Fabien Hébert parce qu'il va y construire quelque chose d'utile. Une boutique de produits fermiers, pas un centre commercial pour payer tes dettes. Guillaume s'est effondré dans le fauteuil en face de moi. Son visage était un mélange de peur et de colère. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes enfants. Les enfants ne brûlent pas la maison de leur mère, ai-je lâché. Et ce que j'ai fait avec le terrain n'est que le début. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai souri, ressentant une étrange satisfaction devant sa confusion. Tu le découvriras en temps voulu. En attendant, dis à Audrey que je veux vous voir tous les deux demain. Nous allons avoir une conversation sérieuse sur le terrain qui se trouve sous vos pieds. J'ai fixé un rendez-vous avec les enfants pour 15 heures dans le salon commun du Havre paisible. Je suis arrivée en avance pour choisir un endroit confortable, un fauteuil près de la fenêtre avec vue sur le jardin et une bonne vue sur toute la pièce. Laurent disait toujours, ne t'assieds jamais dos à la porte et choisis toujours un siège avec une bonne vue. Une de ces nombreuses habitudes que j'avais adoptées. Marcel, qui passait par là, s'est arrêté. Iris, il avait seulement commencé à m'appeler par mon prénom récemment. Mon fils m'a demandé de vous transmettre ses sincères remerciements. Il a déjà commencé à préparer les documents pour la construction. Je suis contente de l'entendre. J'ai souri. J'espère que votre fils nous invitera à l'inauguration du magasin. Nous ne manquerons pas de le faire. Marcel a hoché la tête et a soudain baissé la voix. Les enfants viennent aujourd'hui? J'ai entendu dire que votre fils a fait une scène hier. Les nouvelles au Havre paisible se propageaient plus vite que sur les réseaux sociaux. Juste un petit malentendu, ai-je répondu calmement. Tout sera éclairci aujourd'hui. Guillaume et Audrey sont arrivés ensemble, pile à l'heure. Audrey avait l'air inquiète, Guillaume tendu. À ma grande surprise, Véronique et Stéphane les ont suivis. Toute la famille était là. Maman. Audrey s'est penchée pour m'embrasser sur la joue. Elle sentait le parfum et la nervosité. Nous sommes venus comme tu l'as demandé. Asseyez-vous, ai-je dit en désignant le canapé d'en face. Voulez-vous du thé? Non merci, a dit Guillaume sèchement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comme c'est pratique, ai-je remarqué. Vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre propre mère. Mais après tout, ce n'est pas nouveau. Ils ont échangé des regards. Véronique a rompu le silence la première. Iris, nous sommes tous préoccupés par ce qui s'est passé. Guillaume nous a parlé de la vente de la propriété. Vraiment? Et qu'a-t-il dit? Que tu as vendu le terrain à un agriculteur quelconque, est intervenu Stéphane, jamais très doué pour le tact. Sans nous consulter. On est une famille. Bon sang. Stéphane, a averti Audrey, mais j'ai levé la main. C'est bon. Laissez-le parler. J'apprécie aussi l'honnêteté, ai-je dit en regardant droit mon beau-frère. Oui, j'ai vendu le terrain à Fabien Hébert. Il va y ouvrir une boutique de produits fermiers. C'est mon terrain, et j'ai le droit d'en faire ce que je veux. Mais nous avions déjà obtenu un permis de construire, s'est exclamé Guillaume. Nous avions des plans, des investisseurs. Sur mon terrain, ai-je dit calmement, sans mon consentement ni même ma consultation. Je me demande comment vous avez obtenu ce permis de construire. Un autre silence lourd et un échange de regards. Maman, a commencé Audrey d'un ton conciliant.
Nous voulions te faire plaisir, te surprendre. Construire quelque chose de significatif sur le site de ta maison. Une surprise. J'ai répété le mot comme si je le goûtais. Comme un incendie dans ma maison. C'était une surprise aussi? Tous les quatre se sont figés. Stéphane a ouvert la bouche, mais Audrey a posé la main sur son genou pour l'arrêter. C'était un accident, a dit Guillaume d'une voix de bois. Un court-circuit. Vraiment. Je me suis penché en avant. Que dit la compagnie d'assurance? Pourquoi n'ont-ils pas encore payé? Ils enquêtent, n'est-ce pas? Procédure standard, a dit Véronique rapidement. Ils sont toujours prudents avec les grosses réclamations. Ou ils soupçonnent un incendie criminel, ai-je remarqué. C'est absurde. Guillaume a haussé la voix. Tu penses que nous avons mis le feu à ta maison? Je n'ai pas répondu, je l'ai juste regardé calmement. Son visage le trahissait toujours. Sa joue droite tressautait nerveusement quand il mentait. Exactement comme maintenant. Quelle absurdité, a marmonné Stéphane. Nous voulions juste aider. Tu es mieux ici, avec des soins professionnels. Bien sûr, ai-je acquiescé. Surtout quand vos finances sont dans un si piteux état. Guillaume avec ses dettes de rénovation. Stéphane avec ses affaires ratées et ses prêts. Audrey obligée de faire des doubles gardes pour joindre les deux bouts. Ils m'ont regardé avec un choc non dissimulé. Comment savais-je pour leurs problèmes financiers? Cette vieille femme dans une maison de retraite aurait-elle pu mener sa propre enquête? Ce n'est pas vrai, a lâché Véronique, mais sa voix tremblait. Rita Sauvier des pompiers est une vieille amie, ai-je continué, savourant leur confusion. Elle m'a montré le rapport d'incendie. Vous savez ce qui est intéressant? Des traces d'un accélérant à 2 points d'origine différents. Et le détecteur d'incendie était désactivé. Ça pourrait être une coïncidence, a balbutié Guillaume, mais sans conviction. Comme la rencontre de Stéphane avec un certain individu une semaine avant l'incendie, ou le retrait par Audrey de 2000 € en espèces le même jour. Maintenant, ils avaient l'air vraiment effrayés. Stéphane s'est même levé comme pour partir, mais Audrey l'a de nouveau arrêté. « Maman » a-t-elle dit d'un ton suppliant. « Nous ne comprenons pas de quoi tu parles. » « Je pense que vous comprenez parfaitement, ai-je dit en me penchant en arrière dans mon fauteuil. Mais ce n'est pas le sujet pour le moment. Je vous ai appelé ici pour discuter d'autre chose. Le terrain. Quel terrain? A demandé Guillaume avec un rire nerveux. Tu as déjà vendu ta propriété. Le terrain sur lequel se trouvent vos maisons, ai-je répondu calmement. Vous savez à qui il appartient, n'est-ce pas? Encore une fois, ils ont échangé des regards, cette fois perplexes. Propriété Vasseur, a dit Véronique avec incertitude. Nous leur payons un loyer pour le terrain. Mais quel est le rapport avec vous? J'ai souri en observant la confusion sur leur visage. Tout. Propriété Vasseur est ma société. Le silence qui a suivi était assourdissant. 4 paires d'yeux me fixaient avec divers degrés d'incrédulité et de choc. C'est impossible, a finalement réussi à dire Guillaume. La société existe depuis 30 ans. 34 pour être exact, ai-je corrigé. Depuis le décès de Laurent. Laurent? A demandé Audrey. Tu veux dire ton premier mari? Mais tu n'en parlais presque jamais. Parce qu'Édouard, votre père, n'avait pas besoin de le savoir. J'ai haussé les épaules. Laurent m'a laissé plusieurs pâtés de maisons dans le secteur privé de Clerval, y compris ceux où se trouvent vos maisons. Véronique a laissé échapper un rire nerveux. C'est une sorte de blague? Tu veux dire que pendant toutes ces années, nous te payons un loyer? Pas exactement. Vous payez un montant symbolique, 10 fois inférieur à la valeur du marché. C'était mon cadeau pour vous. J'aurais pu vous donner le terrain gratuitement, mais Laurent m'a appris qu'il n'y a pas de repas gratuit. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils obtiennent gratuitement. Mais pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit? Audrey avait l'air choquée. Toutes ces années. Pourquoi aurais-je dû? J'ai haussé les épaules. Vous viviez votre vie, je vivais la mienne. Vous payiez un loyer minimal et étiez heureux. Je gérais tranquillement mes actifs par l'intermédiaire de fiduciaires et j'étais heureuse aussi. Et maintenant, a demandé Guillaume, son visage devenant pâle. Vas-tu nous expulser? Je n'ai pas encore décidé, ai-je répondu calmement. Mais à partir de demain, de nouveaux contrats de bail entreront en vigueur, au tarif du marché. Quoi? S'est écriée Véronique.
Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux. Vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Vous avez brûlé ma maison. Vous m'avez envoyé dans une maison de retraite. Vous avez prévu de prendre ma propriété. Pourquoi devrais-je continuer à vous faire des cadeaux? Nous n'avons rien fait de tout ça. Guillaume criait presque, mais sa joue droite tressautait de manière révélatrice. En parlant de cadeaux, ai-je continué, ignorant son emportement. Stéphane, j'entends dire que ton partenaire commercial, Jacques, a des problèmes pour louer le magasin de la rue des Cèdres. Stéphane s'est figé. Comment sais-tu pour Jacques? J'ai mes sources. J'ai haussé les épaules. Je suis désolé, mais le bail ne sera pas renouvelé. Le bâtiment a besoin de réparations majeures. C'était toi. Stéphane a bondi. C'est toi qui es derrière ça. Assieds-toi. Je n'ai pas haussé la voix, mais quelque chose dans mon ton l'a fait se rasseoir sur le canapé. Propriété Vasseur possède la plupart des terrains dans cette zone, y compris celui sous le magasin de Jacques. Et oui, j'ai refusé de renouveler le bail. Les affaires sont les affaires. Mais c'était personnel, et il le savait. Jacques était le seul partenaire de Stéphane qui faisait encore des affaires avec lui après une série de projets ratés. Sans ce partenariat, son commerce de voitures s'effondrerait complètement. Tu ne peux pas faire ça à tes propres enfants, a lâché Audrey. Nous sommes ta famille. La famille n'essaie pas de se débarrasser de ces personnes âgées, ai-je répliqué sèchement. Et ils ne mettent pas le feu à leur maison. Un lourd silence plana dans l'air. Finalement, Guillaume a parlé, sa voix se brisant. Que veux-tu de nous, maman? La vérité, pour commencer, ai-je répondu. Admettez ce que vous avez fait. Ils ont échangé des regards. Stéphane a tressailli comme s'il allait dire quelque chose, mais Véronique l'a arrêté. Nous ne pouvons pas admettre quelque chose que nous n'avons pas fait, a-t-elle dit fermement. Alors cette conversation est terminée, ai-je dit en me levant. Les nouveaux baux prennent effet demain. Le loyer est multiplié par 10, conformément à la valeur du marché. Vous avez 30 jours pour décider de payer ou de déménager. Tu ne peux pas faire ça, s'est exclamé Audrey. C'est du chantage. Non, ma chérie. Ce sont les affaires. J'ai souri sans chaleur. Demande à ton mari. Il devrait comprendre. Je me suis retournée pour partir, mais Guillaume m'a attrapé le bras. Attends. Et si nous avons... Guillaume, s'est exclamée Véronique. Tu es fou. Quel choix avons-nous? Il s'est tourné vers elle. Tu vois ce qu'elle fait? Ce serait mieux pour tout le monde. Tu recevrais de bons soins et nous pourrions résoudre nos problèmes financiers. Audrey, a aboyé Stéphane, mais elle ne pouvait plus s'arrêter. Nous étions tous d'accord. Stéphane a trouvé quelqu'un pour mettre le feu pour que ça ressemble à un court-circuit. Nous savions que tu aurais le temps de sortir. La maison n'était pas censée prendre feu tout de suite. Assez. J'ai levé la main. L'assurance? Où est l'argent? Il n'est pas encore arrivé, a répondu Guillaume. La compagnie d'assurance enquête. Il soupçonne un incendie criminel. Parce que c'était un incendie criminel, ai-je dit sèchement. Très bien, voici ce que vous allez faire. Retirez la demande d'indemnisation, rendez tous les documents liés au permis de construire, et payez le loyer complet pour le terrain sous vos maisons. Ça va nous ruiner, a murmuré Véronique. Vous avez choisi cette voie vous-même, j'ai haussé les épaules. Vous avez une alternative. Déménager et trouver un autre endroit où vivre. Peut-être quelque chose de plus abordable. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, a répété Audrey, mais sans sa confiance antérieure. C'est vous les premiers qui avez rompu les liens familiaux, ai-je répondu, quand vous avez décidé qu'une vieille mère était un fardeau dont il fallait se débarrasser. Sur ce, j'ai quitté la pièce, les laissant digérer leur nouvelle réalité. Marcel m'attendait dans le couloir. Je pouvais dire à son expression qu'il avait entendu au moins une partie de la conversation. C'était dur, a-t-il remarqué quand nous fûmes hors de portée de voix. Il le méritait, ai-je répondu. Ils ont essayé de se débarrasser de moi. Marcel a hoché la tête. Mon père disait, qui creuse une fosse pour les autres y tombe lui-même. Votre père était un homme sage. Ce soir-là, Marc m'a appelé. Iris, vas-tu vraiment multiplier par 10 le loyer de tes enfants? Oui,
ai-je répondu. Prépare les papiers. Tu réalises qu'ils ne pourront peut-être pas se permettre de tels paiements, surtout maintenant avec leurs problèmes financiers. Je le sais, ai-je dit en faisant une pause. Mais ils doivent comprendre les conséquences de leurs actes. S'ils admettent leur culpabilité, s'excusent et rendent tous les documents relatifs à l'assurance et à la construction, je pourrais reconsidérer les termes. Marc a soupiré. Tu as toujours été dur, Iris, mais juste. J'ai appris des meilleurs, ai-je répondu, et nous savions tous les deux que je parlais de Laurent. Le lendemain, Fabien est venu rendre visite à son père et s'est arrêté pour me voir avec des nouvelles. Ses yeux brillaient d'excitation. Madame Vasseur, les travaux préliminaires ont commencé. Nous avons fait le relevé topographique et demain nous commencerons à défricher le site. Dans un mois, nous commencerons la construction. C'est merveilleux, Fabien, ai-je dit, sincèrement ravi. J'espère que votre boutique sera un succès. C'est grâce à vous que c'est possible, a-t-il dit en faisant une pause. Vous savez, j'ai rencontré des gens étranges sur le site hier. Ils se sont présentés comme vos enfants et ont prétendu que le terrain leur appartenait. Et que leur avez-vous dit? Je leur ai montré les documents d'achat notariés. Fabien a souri. Il n'avait pas l'air content, surtout le grand homme aux cheveux clairsemés. C'est mon fils, Guillaume. J'ai hoché la tête. Ne leur prêtez aucune attention. Le terrain est officiellement à vous, et personne ne peut le contester. Je comprends. Fabien s'est levé. Merci encore, Madame Vasseur. Je vous enverrai une invitation pour l'inauguration du magasin. C'est promis. Après son départ, j'ai sorti mon carnet et j'ai pris quelques notes. Le plan était en marche. Fabien avait le terrain pour son magasin et mes enfants commençaient à réaliser à quel point les choses étaient sérieuses. Il ne restait plus qu'à préparer les modifications des contrats de bail et à attendre leur prochain coup. Je n'avais aucune intention d'expulser mes enfants ou de les ruiner. Mais ils devaient comprendre que leurs actes avaient des conséquences. Qu'on ne peut pas trahir sa propre mère en toute impunité. Et que le terrain sous leurs pieds, littéralement mon terrain, pouvait leur être retiré à tout moment s'ils l'oubliaient. Par un coursier de confiance, j'ai envoyé à chacun de mes enfants de nouveaux contrats de bail avec une augmentation de loyer de 10 fois. Une courte note était jointe au contrat. Le choix vous appartient. Vérité et repentance sous nouvelles conditions. Vous avez 30 jours. Le soir, je me suis assise près de la fenêtre de ma chambre, regardant le jardin du Havre paisible. Des couples âgés se promenaient parmi les parterres de fleurs. Des infirmières poussaient des fauteuils roulants. Et quelque part, les enfants des visiteurs riaient. C'était une scène normale et paisible. Mais à l'intérieur de moi, il n'y avait pas de paix. Des années de vie avec Laurent m'avaient beaucoup appris. Et maintenant, ces leçons s'avéraient utiles. J'utilisais habilement mes connaissances en comptabilité et en droit, mes anciennes relations pour m'assurer que tout était juridiquement impeccable. J'avais resserré le nœud coulant autour de ma famille lentement mais sûrement, leur donnant une chance de réaliser la gravité de leur transgression. Ils m'avaient trahi, avaient essayé de se débarrasser de moi. Maintenant, ils allaient apprendre que je n'étais pas seulement une vieille femme sans défense. J'étais Iris Vasseur, la veuve de Laurent Vasseur, et je savais comment répondre à la trahison. Note: le script original contient une section répétée. Pour éviter la redondance, la narration continue à partir d'ici. 2 semaines s'étaient écoulées depuis notre conversation, et mes enfants avaient disparu. Pas d'appel, pas de visite. Marc m'a dit qu'ils avaient engagé un avocat pour examiner les contrats de bail et trouver des failles. C'était une perte d'argent. Laurent avait toujours été méticuleux sur les questions juridiques, et j'avais hérité de ce trait de caractère. J'étais assise dans le jardin du Havre paisible avec Marcel, regardant son fils Fabien nous montrer des photos du chantier de construction où ma maison avait brûlé. Le défrichage est presque terminé, dit-il avec enthousiasme. La semaine prochaine, nous commencerons à couler les fondations. L'architecte a proposé un concept intéressant. Une boutique avec un espace ouvert. Pour les marchés de producteurs saisonniers. Ça a l'air merveilleux. J'ai souri, feuilletant les photos. Qui sont ces gens en arrière-plan? Fabien a jeté un coup d'œil à la photo et a froncé les sourcils. Encore vos proches. Ils sont venus hier et ont essayé d'arrêter les travaux. Ils prétendaient avoir des droits sur le terrain. Et que leur avez-vous dit? Que j'ai tous les documents nécessaires certifiés par un notaire et que s'ils ne quittent pas la propriété privée, j'appellerai la police. Fabien a haussé les épaules.
Ils sont partis mais ont promis de revenir avec un avocat. Ne vous en faites pas pour ça, ai-je dit en lui rendant les photos. Ils ne peuvent rien faire. Le terrain vous appartient officiellement. Quand Fabien est parti, Marcel m'a regardé pensivement. Vos enfants n'abandonnent pas, n'est-ce pas? Ils sont têtus, ai-je convenu. Mais je sais comment m'y prendre. Que préparez-vous, Iris? L'acte final. J'ai souri. Il est temps de mettre les points sur les i. 3-4 ce soir-là, j'ai appelé Guillaume. Il a répondu après la 5e sonnerie, sa voix méfiante. Maman. Bonjour, Guillaume. Je veux rencontrer toute la famille. Dimanche à 15 heures, ici au Havre paisible. Il s'agit de votre avenir. Nous avons déjà engagé un avocat, a-t-il commencé. Il dit que ces nouveaux contrats sont parfaitement légaux, ai-je terminé pour lui. Et vous le savez. Venez dimanche, toute la famille, et ne soyez pas en retard. J'ai raccroché sans attendre sa réponse et j'ai composé le numéro de Marc. J'ai besoin de tous les documents pour dimanche, ai-je dit. Les titres de propriété, les cartes des terrains, les archives historiques, tout. Vous préparez une représentation finale. Exactement. La voix de Marc était teintée d'amusement. Et renseignez-vous sur la situation financière du partenaire de Stéphane, Jacques Normand. Je dois savoir à quel point la fermeture du magasin l'affectera. Pourquoi avez-vous besoin de ça? J'ai un plan. Dimanche, j'étais complètement prête. Marc avait envoyé tous les documents nécessaires par coursier. Je les avais étudiés attentivement et les avais disposés dans un ordre précis. Marcel m'avait aidé à réserver une petite salle de conférence au Havre paisible, un lieu plus formel que le salon commun. À 15 heures, j'étais assise à la table avec une pile de papier bien rangée devant moi. Je portais un tailleur bleu marine strict, pas un de ces nouveaux vêtements sans goût que les enfants avaient achetés, mais le mien, que j'avais demandé à Nancy de rapporter de mon garde-meuble. Laurent disait toujours que les bons vêtements faisaient la moitié du travail dans les négociations. Ils sont arrivés à 3 heures précises. Toute la famille, Guillaume et Véronique, Audrey et Stéphane, même les petits-enfants, Manon et Théo, tous avec des expressions également tendues. Pour la première fois, j'ai remarqué à quel point Théo ressemblait à Laurent. Les mêmes traits fins, les mêmes manières. La génétique est une chose amusante. Veuillez vous asseoir, ai-je dit en désignant les chaises autour de la table. Merci d'être venu. Nous n'avions pas vraiment le choix, a marmonné Stéphane. Mais Audrey l'a retenu. Maman, nous voulons parler des nouveaux contrats de bail, a-t-elle commencé d'un ton conciliant. Ces conditions sont impossibles. Nous ne pouvons pas payer une telle somme. Nous en parlerons aussi, ai-je hoché la tête. Mais d'abord, je veux clarifier la situation et mettre tous les points sur les i. J'ai ouvert le dossier et j'ai sorti le premier document, le rapport d'inspection des incendies. Commençons par ce qui s'est passé le jour de mon 81e anniversaire. L'incendie de ma maison n'était pas un accident. C'était un incendie criminel organisé par vous pour toucher l'argent de l'assurance et vous débarrasser de moi. Maman, c'est une accusation, a commencé Guillaume. Mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ne m'interrompez pas. J'ai un rapport des pompiers avec des preuves d'incendie criminel. J'ai des témoignages sur la rencontre de Stéphane avec un pyromane connu une semaine avant l'incendie. J'ai le relevé bancaire d'Audrey montrant un retrait important en espèces le même jour. Et j'ai un enregistrement d'une conversation dans cette même pièce il y a 2 semaines où vous avez essentiellement avoué vos actes. J'ai placé le magnétophone devant eux. Ils le fixaient comme si c'était un serpent prêt à frapper. C'est illégal, a réussi à dire Stéphane. Vous ne pouvez pas enregistrer les gens sans leur consentement. Il y a des avis au Havre paisible indiquant que les locaux sont sous surveillance audio et vidéo. J'ai souri. Pour la sécurité des résidents, bien sûr. Vous avez signé un formulaire de consentement en entrant. C'était un mensonge, mais il ne pouvait pas le vérifier. Que veux-tu de nous, maman? A demandé Audrey doucement. Pourquoi fais-tu ça? La justice. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Vous m'avez mise dans une maison de retraite en espérant que je m'éteindrais tranquillement pendant que vous disposeriez de mon argent et de ma propriété. Ce n'est pas vrai, s'est exclamée Véronique. Nous voulions que vous soyez prise en charge par des professionnels. Après que vous ayez brûlé ma maison. J'ai secoué la tête. Ne me mentez pas, Véronique.
Vous êtes tous endettés et avez décidé qu'une mère âgée était un fardeau trop lourd. L'assurance de la maison et le terrain en dessous semblaient une solution facile à vos problèmes. J'ai sorti le document suivant. Une carte des propriétés foncières de Propriété Vasseur à Clerval. Maintenant, parlons du terrain, ai-je dit en étalant la carte sur la table. Ceci appartient à Propriété Vasseur, une société fondée par mon premier mari, Laurent Vasseur. Après sa mort, j'ai tout hérité. Plusieurs pâtés de maisons dans le secteur privé de Clerval, y compris le terrain sous vos maisons. J'ai encerclé les zones où se trouvaient les maisons de Guillaume et d'Audrey avec un marqueur rouge. Tout ce temps, vous avez vécu sur mon terrain, en payant un loyer symbolique. C'était mon cadeau pour vous. Pourquoi ne nous l'as-tu jamais dit, a demandé Guillaume. Toutes ces années. Aurais-je dû? J'ai haussé les épaules. C'est mon affaire personnelle. De plus, Édouard, votre père, n'a jamais su mon lien avec Propriété Vasseur. C'est un vestige de ma vie passée. J'ai obtenu de nouveaux contrats de bail. Selon ces contrats, on vous propose la valeur marchande du terrain sous vos maisons. C'est 10 fois ce que vous payez. Selon les conseils juridiques, vous n'avez aucun motif pour contester ces termes. Votre avocat vous en a probablement déjà informé. Ils étaient silencieux, digérant l'information. Finalement, Manon, ma petite fille, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a pris la parole. Mamie, est-ce que tu vas nous expulser? Sa voix tremblait d'une peur sincère. Je l'ai regardée attentivement. Elle avait toujours été distante, plongée dans son téléphone. Maintenant, assise en face de moi, se trouvait une jeune femme effrayée qui avait peur de perdre le toit au-dessus de sa tête. Nous arrivons à la question principale. Je me suis adossée à ma chaise. Ce que je vais faire de vous. J'ai fait une pause délibérée, observant leur réaction. Guillaume tambourinait nerveusement ses doigts sur la table. Véronique pinçait les lèvres. Audrey avait l'air sur le point d'éclater en sanglots. Stéphane regardait par la fenêtre, évitant mon regard. Mes petits-enfants se sont figés dans une attente tendue. Comme vous le savez déjà, j'ai vendu le terrain de ma maison incendiée à Fabien Hébert pour la construction d'un restaurant de la ferme à la table. L'affaire est déjà conclue, et aucune manœuvre juridique ne peut l'annuler. J'ai sorti les photos du chantier que Fabien m'avait montré. Les travaux battent leur plein. La construction du magasin commencera le mois prochain. C'était notre chance, a marmonné Guillaume. Nous aurions pu construire un centre commercial. Et résoudre vos problèmes financiers, ai-je terminé pour lui. Avec mon terrain et l'argent de l'assurance. Ça ne marchera pas. J'ai placé le document suivant sur la table, le refus de paiement de l'assurance. J'ai déjà contacté la compagnie d'assurance et je les ai informés des soupçons d'incendie criminel. L'enquête est en cours et si l'incendie criminel est prouvé, l'affaire sera transmise à la police. Vous ne toucherez aucun argent de l'assurance. Tu ne peux pas faire ça, a crié Stéphane. C'est tout à fait légal, l'ai-je interrompu. Et vous le savez. J'ai sorti le dernier document, le titre de propriété du terrain sous leur maison. Quant à vos maisons, j'ai fait une pause, les regardant se pencher en avant, attendant le verdict. Je ne veux pas de vos maisons. Vous pouvez les garder. Le terrain sur lequel elles se trouvent est à moi. Ils se sont regardés, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Vous pouvez garder vos maisons, ai-je expliqué. Mais vous paierez la pleine valeur marchande pour le terrain sur lequel elles se trouvent. Ou vous pouvez l'acheter au prix actuel du marché, si vous pouvez trouver les fonds. Mais ça va nous ruiner, s'est exclamée Véronique. Nous ne pouvons pas payer une telle somme. Vous devrez apprendre à vivre selon vos moyens. J'ai haussé les épaules. Vendez vos voitures chères, réduisez vos dépenses, ou trouvez un logement moins cher. Le choix vous appartient. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille, a lâché Guillaume. Nous sommes tes enfants. Les enfants n'essaient pas de se débarrasser de leurs parents en incendiant leur maison, ai-je répliqué sèchement. Vous m'avez trahi. Maintenant, payez pour votre trahison. Il y eut un lourd silence. Puis, de manière inattendue, Théo, mon petit-fils, a pris la parole. Mamie, et nous, les enfants? Tes arrière-petits-enfants, doivent-ils payer aussi? La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas pensé à mes arrière-petits-enfants. Théo avait une fille de 5 ans et Manon un fils de 3 ans. Ils ne sont pas à blâmer, a continué Théo. C'est notre faute, pas la leur. Je l'ai regardé attentivement.
Peut-être que tout le monde dans cette famille n'était pas sans espoir. Très bien. Ai-je hoché la tête après une pause. J'ai une proposition. Je suis prête à assouplir les conditions si vous acceptez quelques conditions. Tout le monde écoutait attentivement. Premièrement, vous admettrez formellement votre culpabilité dans l'incendie criminel et m'apporterez des excuses écrites. Deuxièmement, vous renoncerez à toute réclamation sur l'argent de l'assurance et le terrain vendu à Fabien. Troisièmement, Stéphane et Audrey me rendront visite chaque semaine au Havre paisible, et Guillaume et Véronique paieront mon séjour ici. Et qu'obtenons-nous en retour ? A demandé Guillaume prudemment. Une réduction du loyer à un niveau acceptable. Pas le minimum ridicule que vous payez maintenant, mais pas non plus le maximum du marché. Quelque chose entre les deux que vous pourrez gérer avec des économies raisonnables. Et je ne transmettrai pas vos aveux à la police. Ils se sont regardés à nouveau, cette fois avec espoir. Et une dernière chose, ai-je ajouté. Jacques Normand, le partenaire de Stéphane. Sa boutique est sur la rue des Cèdres. Qu'en est-il de lui ? A demandé Stéphane, las. Je reconsidérerai le non-renouvellement de son bail. S'il accepte une petite augmentation de loyer, pas au tarif du marché, mais de 20%, il peut rester. Stéphane s'est visiblement détendu. Merci, a-t-il dit. Jacques est un homme bon. Il ne mérite pas d'être ruiné à cause de moi. Au moins, vous comprenez cela, ai-je remarqué. Maintenant, vous connaissez mes conditions. Prenez votre décision. Ils n'ont pas tardé à se consulter. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Guillaume, en tant qu'aîné, a parlé pour tout le monde. Nous acceptons tes conditions, maman. Et nous sommes vraiment désolés de ce qui s'est passé. C'était une terrible erreur. Pas une erreur, ai-je corrigé. Un crime et une trahison. Mais je vais vous donner une chance de vous racheter. Une seule et unique chance. Je me suis levée, rassemblant mes documents. Marc vous contactera demain pour finaliser les formalités. Maintenant, j'aimerais que vous partiez. J'ai besoin de me reposer. Ils se sont levés, encore abasourdis. Audrey a fait un pas vers moi comme pour me serrer dans ses bras, mais s'est arrêtée en voyant mon visage. Maman, nous sommes vraiment désolés, a-t-elle dit doucement. Je sais qu'il est difficile pour toi de nous croire maintenant, mais nous essaierons de mériter ton pardon. On verra, ai-je répondu. Les actes parlent plus que les mots. Quand ils sont partis, j'étais seule dans la salle de conférence. Le soleil se couchait dehors, peignant le jardin du Havre paisible de teintes dorées. J'ai ressenti un étrange sentiment de satisfaction. Pas de jubilation. Non, plutôt un sentiment d'équilibre rétabli. De justice. On a frappé à la porte et Marcel est entré. Alors, tout s'est passé comme prévu, a-t-il demandé en s'asseyant en face de moi. Plus ou moins, ai-je hoché la tête. Ils ont accepté mes conditions. Et quelles sont ces conditions ? Je lui ai parlé de notre accord. Marcel a gloussé. Dur, mais juste. Ils méritaient une bonne leçon. J'espère qu'ils l'apprendront. Ne les plains-tu pas ? Ce sont tes enfants après tout. Je me suis demandé s'il restait en moi un amour maternel pour ces gens qui avaient prévu de se débarrasser de moi. Peut-être, mais ils ne l'emportaient pas sur la douleur de leur trahison. Je plains leurs enfants, mes arrière-petits-enfants, ai-je répondu honnêtement. Ils ne sont pas à blâmer. Mais Guillaume et Audrey, ils ont fait leur choix. Maintenant, ils devront vivre avec les conséquences. Que allez-vous faire maintenant ? A demandé Marcel. Allez-vous rester ici ? Pour l'instant, oui, ai-je dit en regardant par la fenêtre le jardin où des personnes âgées se promenaient tranquillement dans la lumière du soir. Vous savez, en fait, j'aime bien cet endroit. C'est paisible. Et je peux aider Fabien avec sa boutique. J'ai une certaine expérience des affaires. Il sera heureux. Marcel a souri. Fabien vous respecte beaucoup. Il dit que vous lui rappelez sa grand-mère, tout aussi déterminée et perspicace. C'est un beau compliment. J'ai souri. Surtout pour une femme de mon âge. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant le soleil se coucher. Puis Marcel a demandé, « Et votre premier mari, Laurent ? Aurait-il approuvé ce que vous avez fait ?» J'y ai réfléchi. Laurent était un homme dur qui ne pardonnait pas la trahison, mais il appréciait aussi la famille à sa manière. Il aurait pensé que j'étais faible de leur offrir un compromis, ai-je répondu honnêtement. Laurent croyait au pouvoir et au contrôle absolu. Mais je ne suis pas Laurent, et je ne l'ai jamais été.
Et c'est une bonne chose, a remarqué Marcel. Sinon, vous n'auriez pas offert le terrain à Fabien pour son magasin. Peut-être. J'ai souri. Vous savez, à mon âge, on commence à réaliser que la vengeance est une perte d'énergie. Il est plus important de créer quelque chose de nouveau, comme une boutique de la ferme à la table, par exemple. Et une nouvelle vie, même si on a 81 ans. Nous sommes restés assis jusqu'à la tombée de la nuit, parlant du passé et de l'avenir, de la ferme de Marcel, des projets de Fabien pour le magasin, de ma vie avec Laurent et Édouard. Le lendemain matin, Marc a appelé. Les papiers sont prêts, a-t-il dit. Vos enfants viennent les signer cet après-midi. Ils avaient l'air résignés. Ils ont juste réalisé qu'ils n'avaient pas le choix, ai-je répondu. Personne n'aime perdre, surtout quand on pensait avoir gagné d'avance. Et maintenant? A demandé Marc. Quels sont vos projets? Allez de l'avant, ai-je dit, regardant par la fenêtre où les ouvriers préparaient déjà la pelouse pour la plantation de printemps. Aider Fabien avec le magasin. Peut-être investir dans d'autres entreprises locales. J'aime créer quelque chose d'utile. Vous avez toujours été une bâtisseuse, pas une destructrice, Iris, a remarqué Marc. Même quand je travaillais avec Laurent. C'est drôle, ai-je souri. Laurent pensait que j'étais trop tendre. Et maintenant, mes enfants pensent que je suis une vieille femme impitoyable. Qui suis-je vraiment? Je me suis posé la question. Juste une femme qui connaît la valeur du sol sous ses pieds et le prix de la trahison. Une semaine plus tard, j'ai visité le chantier de la future boutique de Fabien. Une dalle de béton pour les fondations avait déjà été coulée là où se trouvait autrefois ma maison incendiée. Des ouvriers montaient des coffrages et Fabien discutait des détails de la construction avec l'architecte. Madame Vasseur. Fabien a rayonné en me voyant. Je suis si content que vous soyez venu. Je ne pouvais pas manquer une étape aussi importante, ai-je dit en regardant autour de moi. C'est impressionnant. Quand prévoyez-vous d'ouvrir? Si tout se passe comme prévu, dans 3 mois, juste à temps pour la saison estivale. Nous avons fait le tour du site, discutant de l'agencement et du design. J'ai proposé quelques idées, que Fabien a immédiatement notées. Vous en savez plus sur les affaires que beaucoup de professionnels avec qui j'ai travaillé, a-t-il remarqué avec respect. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu. Et de nombreuses années de pratique. Sur le chemin du retour vers le Havre paisible, j'ai pensé à quel point ma vie avait pris un tour étrange. Mes propres enfants m'avaient trahi, avaient essayé de se débarrasser de moi. Et un parfait étranger, le fils d'un voisin de maison de retraite, m'avait donné un nouveau but dans la vie, un nouveau projet. La vie ne s'arrête pas à 81 ans. Parfois, à cet âge, elle ne fait que commencer à prendre un nouveau sens. Même si cela signifie passer par la trahison et le feu, je savais que mes enfants marcheraient désormais sur des œufs, craignant de provoquer ma colère. Ils viendraient au Havre paisible avec des sourires forcés, remplissant les termes de notre accord. Non par amour, mais par peur. Peur de ce que je pourrais encore faire. Des leviers que j'avais encore sur eux. Ils avaient raison d'avoir peur, car j'aurais vraiment pu faire beaucoup plus. Le terrain sous leurs pieds m'appartenait toujours, et j'avais l'intention de le leur rappeler à chaque occasion. Mais maintenant, j'avais des choses plus importantes à faire. La boutique de Fabien, de nouvelles connaissances au Havre paisible, des investissements possibles dans des entreprises locales. La vie continuait, et j'allais la vivre selon mes propres termes, jusqu'à la toute fin. Comme le disait Laurent, la terre est la seule chose qui ait une vraie valeur. Tout le reste n'est que des bâtiments posés dessus. Et j'avais l'intention de laisser ma marque sur cette terre, même si cela signifiait brûler quelques ponts.